vais vous présenter mon grand oral de mathématiques, donc qui va porter sur la partie analyse du programme de terminale spécialité, donc et plus précisément sur le cours sur les intégrales, donc le calcul d'air sous une courbe. Donc peut-être, vous souvenez-vous de vos cours de collège, dans lesquels on vous présentait des volumes tels que des sphères, des cônes, des cylindres, et on vous donnait les formules pour calculer ces volumes en fonction de la hauteur, par exemple pour le cylindre, et du rayon de la base, et on vous donnait dans un exercice le rayon et la base, et le rayon et la hauteur, et vous deviez appliquer la formule du volume du cylindre pour pouvoir calculer son volume. Et ça n'allait pas plus loin. On vous balançait ces formules, entre guillemets, et ça s'arrêtait là, on ne vous expliquait pas d'où venaient ces formules. Et ben, dans ce grand oral, nous allons nous interroger sur la question en quoi le calcul intégral, le calcul d'air sous une courbe en 2 dimensions peut-il nous aider à démontrer les formules de volume du collège, et plus précisément la formule du volume d'un cône. Vous allez enfin pouvoir comprendre d'où vient cette formule du pi fois rayon de la base au carré fois la hauteur sur 3, et d'où vient ce 1/3 dans la formule du volume d'un cône. Donc dans un premier temps, je vous présenterai ce qu'est une intégrale, comment la calculer, quelles sont les conditions pour pouvoir calculer cette intégrale. Dans un second temps, comme je l'ai dit, le calcul intégral, c'est un calcul d'air sous une courbe en 2 dimensions, et un cône, c'est un objet en 3 dimensions. Donc je généraliserai la notion d'intégrale à une dimension supérieure, à la 3e dimension, pour pouvoir ensuite, en dernier lieu, dans ma 3e partie, attaquer la démonstration et vous démontrer la formule du volume d'un cône. Donc pour commencer, qu'est-ce qu'une intégrale? Une intégrale, c'est le calcul de l'air sous une courbe entre l'axe des abscisses ici, d'équation y égale 0, entre une droite d'équation x égale 1 et une autre droite d'équation x égale b. Et bien évidemment, la courbe d'une fonction f de notre choix, celle qui nous intéresse, celle de laquelle on veut connaître l'air entre les bornes qu'on appelle a et b. Donc ça, c'est ce qu'est une intégrale, c'est l'air sous une courbe, c'est cet air ici, qu'on pourrait assurer. Donc cela s'écrit de cette manière, l'intégrale de a à b de f de x dx. Donc je vais m'expliquer, donc on a le signe intégral qui ressemble à un grand S, donc en effet, ça signifie que c'est une somme entre guillemets d'une infinité de petits rectangles, donc ça je vais vous expliquer. En effet, c'est une somme d'une infinité de petits rectangles. Regardez, ici j'ai refait les droites d'équation x égale a, x égale b, ici j'ai refait une courbe, et en fait ici j'ai tracé plein de petits triangles de hauteur f de x et de largeur dx. C'est de là que vient notre petit dx. En fait, on fait une somme infinie de a à b de f de x fois dx. Donc f de x, la longueur de notre rectangle, et dx, la largeur de notre rectangle. Donc, en fait, on fait une somme d'aire de rectangle de largeur infinitésimale. Donc on somme l'aire d'une infinité de rectangles tout petits, et ça nous donne l'aire global, donc l'aire tout entière ici, entre les droites d'équation x égale a et x égale b. Donc voilà ce que c'est qu'une intégrale, c'est juste une aire sous une courbe, et voilà d'où vient le f de x ici, voilà d'où vient le dx ici, et on voit que c'est égal à grand f de b, bon, grand f de a. Alors, grand f de x, finalement, c'est une fonction. C'est une fonction particulière, c'est une primitive de la fonction f. Je dis une primitive parce qu'il en existe une infinité. Donc c'est une notion du programme de terminale, qui est aussi au programme, mais j'ai choisi de ne pas la détailler ici, on se contentera seulement de savoir, puisque ça nous servira pour démontrer la formule du volume d'un cône, que une primitive de la fonction définie par f de x égale x au carré, c'est x cube sur 3. Voilà. Donc maintenant vous savez ce qu'est une intégrale. Il y a une condition particulière pour pouvoir calculer une intégrale. Il faut que la fonction, qu'on écrit f de x dans l'intégrale, soit continue sur l'intervalle a, b. Qu'est-ce que ça veut dire qu'une fonction est continue? Ça veut dire qu'on peut grossièrement la tracer sans lever le crayon sur l'intervalle a et b. Sur l'intervalle AB. Donc ici je peux le faire, et ici regardez, je peux commencer, et là je m'arrête, et je dois sauter pour le refaire. Et ici regardez, c'est là ce que j'ai fait en pointillé, il y a un trou, il y a un saut en fait. Donc soit je calcule cette aire là, je peux, soit je calcule cette aire là, mais je ne peux pas calculer l'aire sur l'intervalle AB entier. En fait, parce que qu'est-ce que je fais? Je trace un trait, je fais un arrondi, qu'est-ce que je fais? Je prends l'aire infinie, en fait, on ne sait pas. Cette intégrale n'est pas définie, on ne peut pas la calculer. Donc, et enfin, je vais vous présenter rapidement ce qu'est une fonction. Une fonction, c'est une application qui a un unique élément dans un ensemble de départ associe un unique élément dans l'ensemble d'arrivée. Donc regardez ici, l'ensemble de départ E, ici l'ensemble d'arrivée F. Donc un antécédent va forcément à une seule image. Par contre, une image peut avoir plusieurs antécédents, comme vous voyez ici. Cette image-là a deux antécédents par la fonction f. Et l'ensemble d'arrivée, il est sur les y, sur l'axe des ordonnées, juste ici. Et l'ensemble de départ, c'est l'ensemble des x, sur l'axe des abscisses.
Maintenant, on va pouvoir généraliser la notion d'intégrale à une troisième dimension. Donc c'est ce que stipule le théorème de Pappus-Guldin. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que pour une fonction, la courbe d'une fonction qui ne traverse pas l'axe des abscisses, donc en fait la fonction est toujours positive sur l'intervalle A, B, donc ici elle est toujours positive, elle ne traverse pas l'axe des abscisses, à la rigueur elle peut le couper mais jamais la traverser. Et bien qu'est-ce qu'on fait? On va faire tourner, c'est ce que j'ai fait ici sur le schéma, tourner autour de l'axe des abscisses la courbe de cette fonction pour obtenir un volume de révolution. C'est pour cela qu'on appelle cela un volume de révolution. Et donc, en faisant cela, on obtient un volume de révolution en 3 dimensions. Et maintenant, pour calculer non plus l'air sous la courbe, mais le volume entre la courbe, enfin, le volume de l'intérieur de ce solide de révolution, bah, finalement, je vais faire l'intégrale de A à B, toujours, de f de x au carré fois pi fois dx. Alors, c'est assez subtil, mais en fait ici regardez, là j'ai des cylindres de hauteur infinitésimale dx. Donc vous savez que la formule du volume d'un cylindre, bien évidemment c'est pi fois rayon du cylindre au carré, rayon de la base du cylindre au carré, fois la hauteur du cylindre. Mais regardez ici, la hauteur de notre cylindre c'est dx, donc c'est notre hauteur infinitésimale. Le rayon, bah, c'est la hauteur entre l'axe des abscisses et la courbe de nos fonctions, bah, c'est f de x, donc on fait l'intégrale de a à b de f de x au carré, donc le rayon au carré, fois h, donc fois le dx, fois pi. Et voilà, maintenant on somme une infinité de volumes de cylindres de hauteur infinitésimale. Et voilà ce que dit le théorème de Pappus-Guldin. Ils ont réussi, ces deux mathématiciens, à généraliser la notion d'intégrale à la troisième dimension. Donc maintenant qu'on a tous les outils en main, la primitive, comment calculer une intégrale sur un solide de révolution, on va pouvoir passer à la démonstration du volume d'un cône. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, tout simplement, j'ai tracé un cône, regardez. Ici, il est ici notre cône. Donc, on va prendre la figure dans ce sens-là, puisqu'on a notre paire, l'axe des ordonnées, l'axe des abscisses. Donc ici, j'ai tracé une fonction d'équation f de x égale à x. C'est une fonction affine, mais elle est linéaire puisque l'ordonnée à l'origine vaut 0. C'est plus facile de partir de l'origine du repère. Donc l'équation de cette fonction, c'est f de x égale à x. J'ai tracé de 0 à h, donc puisque ici, c'est la hauteur de notre cône, et ici, là, c'est le rayon de la base, donc c'est f de h. En fait. F de h égale le rayon de la base de notre cône. Donc, quand je vais faire mon intégrale de 0 à h de f de x au carré fois pi fois dx, et ben je remplace déjà par f de x, donc ça nous donne l'intégrale de 0 à h de pi fois x carré a carré dx. Par linéarité de l'intégrale, c'est une propriété de l'intégrale, on peut sortir les constantes. Donc finalement, on se retrouve avec pi fois a au carré fois l'intégrale de 0 à h de x au carré fois dx. Et qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure pour calculer une intégrale? C'est qu'une intégrale, c'est égal à grand f de b moins grand f de a. Et une primitive de la fonction définie par f de x égale x au carré, comme on l'a dit tout à l'heure, et ben c'est tout simplement x cube sur 3. Donc je remplace, je fais tout simplement pi fois a carré fois grand f de b moins c. Donc c'est grand f de h, donc fois h cube sur 3, moins grand f de 0 fois donc 0 cube sur 3, donc 0. Donc ça nous fait l'intégrale de 0 à h de pi fois f de x au carré fois dx qui vaut pi fois a au carré fois h cube sur 3. Sauf que c'est pas la formule exacte qu'on avait donnée tout à l'heure, pi fois rayon de la base au carré fois la hauteur sur 3. On a trouvé notre 1/3, mais on n'a pas trouvé notre rayon au carré fois hauteur. Sauf que le a, c'est une constante, comme on l'a dit, comme on a pu le sortir par linéarité de l'intégrale. Et le a, c'est le coefficient directeur de notre droite. Peut-être que vous vous rappelez, au collège ou bien au lycée, on vous a donné la formule du coefficient directeur, très utile en physique, très utile en mathématiques, qui vaut yb moins ya sur xb moins xa, avec a et b, 2 points de notre courbe, de notre fonction. Ici, c'est une droite, donc nous, on va prendre 2 points particuliers qui nous intéressent. Peut-être que vous voyez déjà la chose venir. Ici, on va prendre le point qui est l'origine du repère, qui appartient à notre courbe, hein, qui est le point A0, 0. Un point assez facile, vous me direz. Et on va prendre ce point-là, le point à l'extrême, le point le plus haut, qui a pour coordonnées, donc le point B, xb, donc qui vaut h, et yb, qui vaut rayon de la base. Et donc, en appliquant, on trouve a égale, ici, r moins 0 sur h moins 0, sauf qu'on peut enlever les 0, ça nous fait donc a égale r sur h, et a au carré qui vaut finalement r carré sur h carré. En remplaçant, donc on obtient non plus pi a carré fois h cube sur 3, mais pi fois rayon au carré fois h sur 3. On a démontré la formule du volume d'un cône, maintenant vous savez d'où vient le 1/3 et d'où vient cette formule. Donc,
En conclusion, au fur et à mesure des années, les mathématiciens, en progressant dans le domaine de l'analyse et dans les autres domaines mathématiques en parallèle, ont réussi à développer le calcul intégral en partant du calcul d'Air sur une courbe pour le généraliser au calcul de volume par exemple, mais ça a d'autres applications, on peut même calculer des surfaces de volume. Moi j'ai calculé le volume du cône, j'ai démontré la formule du volume d'un cône, mais je pourrais démontrer la formule de la surface d'un cône ou d'autres volumes, des volumes plus avec des formes beaucoup plus exotiques. On peut faire ce que l'on veut avec ces intégrales du moment que eh bien, notre courbe ne traverse pas l'axe des abscisses comme on l'a dit tout à l'heure. Donc voilà, nos mathématiciens au fur et à mesure du temps ont fait évoluer les mathématiques et fait évoluer cette branche de l'analyse, et j'ai pour espoir qu'on puisse encore améliorer ce genre de démonstration, ce genre de calcul intégral, puisque ça me passionne énormément. L'analyse, c'est ce que j'aime le plus dans les mathématiques, et j'espère qu'on développera encore pendant de très nombreuses années et qu'on découvrira de très nombreux théorèmes supplémentaires. Merci de votre attention.